C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus. En Afrique, le patrimoine culturel recèle encore un potentiel immense qui est mis en avant au travers d'événements socioculturels qui rythment la vie des communautés. C'est ainsi que se développent par exemple des festivals patrimoniaux qui fédèrent les peuples, valorisent les identités et stimulent le développement touristique et économique. Quelle contribution des festivals culturels au développement? Les réponses dans cette émission. Et nous recevons deux hommes de culture. Professeur Loubamba Mathieu est commissaire général du Tonkwi Nidalé. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Avec le professeur sur ce plateau, un habitué de nos plateaux, un homme de culture, un homme imprégné dans l'art, Jacob Bleu, il est directeur artistique de Tonkwi Nidalé. Bienvenue Jacob Bleu. Je vous en prie. Alors la première question que je voudrais poser certainement à vous deux, la crise sanitaire a impacté tout le monde, que ce soit les activités économiques, culturelles. Il y a également le Tonkwi Nidalé Festival, dont vous êtes le commissaire général. Comment est-ce que cette crise-là l'a impacté? Mais merci pour l'occasion que vous nous donnez. Concernant la crise de la Covid, nous avons commencé notre festival depuis 2017 et pendant 3 ans, les éditions se sont passées dans la ferveur et dans la mobilisation générale. Mais voilà qu'en 2020, contre toute attente, nous nous retrouvons avec cette Covid, cette pandémie, qui nous a obligés à ne pas tenir la 4e édition à l'an 2000. Je crois que ça a été véritablement un grand préjudice. Un grand préjudice parce que Tonkwi Nidalé était devenu désormais un moment de rencontre pour les populations de l'Ouest et d'ailleurs. Et c'était aussi l'occasion pour les commerçants, les hôteliers de faire des affaires. Mais l'impact a été grand. Heureusement, je crois que les choses commencent à rentrer en ordre. Et cette année, nous faisons la 4e édition. Et comme vous l'avez dit, heureusement, les choses sont en train d'entrer en ordre. Sachant que le Tonkwi Nidalé, ce festival, est de retour, quelle est l'ambiance qui règne chez les populations qui reçoivent ce festival et les populations également qui aiment ce festival? L'ambiance est formidable parce que nous nous rendons compte que le festival Tonkwi Nidalé est très attendu, très attendu. Il faut remarquer que c'est l'un des plus grands festivals culturels régionaux au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que le Tonkwi Nidalé draine plus de 100 000 participants à chaque édition. Aujourd'hui, dans nos estimations, nous sommes pratiquement à 200 000 participants. Donc, les gens viennent de toutes les contrées de notre région, de tous les départements, de tous les villages, avec leurs danses, leurs masques, tout ce qu'ils ont de beau et de bien à présenter, qu'ils envoient pendant le festival. Et au-delà d'eux, nous avons d'autres peuples autour de nous, qui sont nos alliés, qui sont aussi nos peuples frères et amis, qui viennent. Donc, c'est un festival qui est très attendu. Et nous pensons que l'enthousiasme qu'il y a autour de ce festival-là va se faire encore remarquer cette année pour cette 4e édition. D'accord, les festivals en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. On pourrait se poser la question de savoir, un festival culturel, de façon générale, quel en est l'objectif, professeur? D'abord, c'est quoi la culture? Et en répondant à cette question, fondamentalement, pour un résumé, on dirait que la culture, c'est l'identité d'un peuple. Parce que c'est l'ensemble des manières de vivre, l'ensemble des manières d'être, de penser, de prier et d'être ensemble. À partir de ce moment-là, la culture irrigue tout. Et chaque peuple se caractérise par sa culture. Or, nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, il y a une multitude de peuples. C'est un véritable milieu de rencontres. Et en ce moment-là, les cultures sont nombreuses. Chaque région a une caractéristique de culture. C'est pour cela que ce n'est pas du tout inquiétant. Et c'est même une bonne chose qu'il y ait une effervescence dans la promotion de la culture. Et les festivals sont justement créés pour offrir cette possibilité-là au peuple, pour valoriser
et promouvoir leur culture. Si la culture est effectivement notre identité, comment expliquer que de plus en plus des jeunes et beaucoup de personnes sont qualifiées d'acculturées, surtout celles qui se retrouvent dans les zones urbaines? Oui, c'est toute la problématique justement de l'évolution du monde, de l'histoire. Parce que par exemple l'Afrique, ses civilisations, ses cultures, je ne dirais pas qu'elles sont totalement ignorées, mais elles ont fait l'objet de beaucoup de méconnaissances au regard justement de l'histoire même de l'Afrique, qui n'a pas été une histoire paisible, qui a été une histoire compliquée avec la traite des nègres, comme on disait, et la colonisation. Et cela déteint sur les peuples. Nous avons été à un moment donné nous-mêmes participants de notre propre aliénation. Il faut donc sortir de là. Et les efforts sont faits par les Africains, par les amis d'Afrique, dans tous les sens, pour que justement on puisse sortir de là. Et la création des festivals participe, à mon sens, de cette mouvance-là. C'est pour cela que ce n'est pas une mauvaise chose qu'on assiste à une effervescence de festivals de culture. Bien dit. Revenons à la jeunesse et à toutes ces personnes qui semblent être déracinées, déconnectées des réalités. Vous êtes enseignant, vous êtes aussi peintre, artiste. Et quelle est la réalité avec vos étudiants, tous ces jeunes? Il faut dire que les jeunes aujourd'hui sont très ancrés dans tout ce qui relève de l'urbanité, avec toutes les modes qu'il y a autour. Il y a l'influence également des médias. Bon, je ne vais pas mettre en cause ce canal-là qui est quand même très important pour nous pour communiquer, mais il y a une très forte influence des médias, il y a une très forte influence des réseaux sociaux et tout ça. Donc les jeunes sont facilement influencés par ce qu'ils voient autour d'eux. Et puis au-delà de cela, comme l'a indiqué le professeur Lou Mathieu Bamba tout à l'heure, c'est que nous avons été très tôt considérés comme des gens qui, en se rattachant à leur culture, en se rattachant aux choses qui viennent de chez eux, sont un peu comme des villageois, des gaous, comme on dit. Cela se voit dans les écoles, lorsque les jeunes essaient de parler leur langue, on dit « Ah, mais toi, tu es en train de... Voilà, toi, tu es un villageois, tu parles ta langue. » Alors que c'est ce qu'il faudrait. Du coup, nos enfants sont tout à fait désorientés aujourd'hui. Ils sont rattachés aux choses qui viennent de l'extérieur, de l'Europe, d'Amérique et tout ça, parce qu'il n'y a pas cet effort-là même au niveau familial, déjà de pouvoir les aider, les orienter et les conduire vers tout ce qui est important et qui soit lié à leur culture, à leurs arts et à leurs us et coutumes. Voilà, donc souvent on fait croire que nos masques ce sont des fétiches, que tout ce qui s'est fait au village, il y a de la sorcellerie. Pourtant, ça fait partie de notre vie, de notre existence profonde et qu'il faut pouvoir revenir vers cela. Et c'est un peu ce qui fait que nous sommes aujourd'hui poussés à travailler pour ce genre de festival, de sorte à ce que tous ceux qui se sont déconnectés des réalités sociologiques, des réalités anthropologiques, puissent revenir vers les sources essentielles de leur existence. Si le constat est alarmant au niveau de la jeunesse, est-ce qu'il est le même au niveau des jeunes parents? Bon, c'est la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a une rupture. De plus en plus, avant, on pouvait voir des parents qui allaient en vacances dans les villages avec leurs enfants, mais aujourd'hui, on n'assistait plus à ce genre de choses. Le monde évolue, le monde avance, et je dirais, les hommes passent dans le temps. Peut-être que le temps ne lui passe pas, mais c'est l'homme qui passe dans le temps. Et les générations passent. Ceux qui sont de ce temps-ci ne sont pas ceux qui étaient avant nous. Nous sommes un peu à la charnière, nous autres qui avons fait l'école coloniale. Et donc les choses évoluent. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas s'imaginer qu'on puisse vivre sans téléphone portable, qu'on puisse vivre sans Internet. Nous, on l'a fait à l'école primaire, on n'avait pas tout ça. Ce serait une grosse punition de prendre... Et les choses évoluent donc. Il faut donc s'adapter. Alors, cette adaptation, nous, au niveau de Nidalé, nous avons créé cette institution pour 3 raisons. Ou du moins, il y a 3 défis à relever. Le premier défi, c'est pour qu'il soit un fondement du développement. Peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus, si vous voulez. Fondement du développement intégral. Deuxième défi, être un creuset de rassemblement pour relever le défi
de la paix et de la cohésion sociale. Parce qu'en ce moment précis, lorsque le Nidalé se tient, il n'y a pas de différence entre les militants de tel parti, parce que pour nous, la culture transcende les dimensions politiques. Le troisième défi, c'est de faire ce moment de rassemblement des cultures, d'échange des cultures, c'est de faire de ce moment-là un moment de distinction de ce que chacun peut apporter à la mondialité ou à la mondialisation. Parce que si vous allez à la rencontre des autres, vous allez au brassage des cultures sans rien présenter, vous prenez ce que les autres donnent. On appelle ça l'aliénation. C'est pour donc lutter contre l'aliénation. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir, non seulement les jeunes, mais même les personnes d'un certain âge ignorent chez eux. Maintenant, à l'occasion de Nidalé, nous constatons que les cadres n'attendent plus les funérailles pour se rendre au village parce que c'est devenu un véritable moment de rendez-vous des uns et des autres. Voyons maintenant comment Nidalé, ce festival-là, est un facteur de développement culturel, économique et social. C'est très important parce que dans ce genre d'initiative, il faut le remarquer, il y a déjà du monde qui se retrouve. Et comme l'a indiqué le professeur tout à l'heure, autour de la culture, autour des arts, il n'y a déjà pas d'étiquette politique ou identitaire. Les gens se retrouvent pour danser, pour fêter. Parce que quand on dit festival, il y a la notion de fête. Et la fête rassemble, la fête unit, la fête permet aux gens d'oublier un tant soit peu les conditions dans lesquelles ils étaient. Et puis au-delà de ça, d'un point de vue même purement économique, pendant la période du Tonkwin Nidalé, tout ce qui se vend et tout ce qui existe comme commerce, ça bouge. Les restaurants, ça bouge. Les hôtels, ça bouge. Le transport, ça bouge. En tout cas, tout le monde essaie de rentabiliser. Même les artisans, tous ceux qui vendent les pagnes traditionnelles, les objets, les masques et tout ça. Toutes ces choses-là, les gens viennent acquérir parce qu'ils se retrouvent pendant le festival. Et puis, selon le programme qui est en place, il y a un forum économique qui permet quand même de réfléchir aux aspects liés au développement économique de la région, parce que c'est une région qui est suffisamment riche d'un point de vue agricole, d'un point de vue minier, d'un point de vue, je dirais, également culturel. Donc, il y a tellement d'aspects importants que nous pouvons développer, que les gens peuvent utiliser pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice dans la région et faire en sorte que ce soit une région suffisamment prospère parce que nous en avons besoin. Nous avons vécu des crises, nous avons vécu des situations assez difficiles. Aujourd'hui, la région du Tonkwin a véritablement besoin d'avoir de l'appui, du soutien, de l'accompagnement. Et c'est à travers ce genre de festival qui draine du monde, des gens qui viennent du monde entier, des Européens, des Américains, d'autres Africains également, qui viennent. Et cela est important pour nous pour pouvoir faire avancer les choses dans la région. On pourrait certainement faire un additif là-dessus, mais il y a une valeur qui est très chère à l'Afrique, l'hospitalité. Et cette année, culture et hospitalité, vous allez en parler du 7 au 12 décembre à ce festival, professeur. Oui, c'est l'une des spécificités de notre festival. Certes, il s'agit d'un moment festif, mais nous avons accompagné ce moment festif-là d'un moment de réflexion. Réflexion qui se caractérise pour nous par un colloque. Nous invitons quelques universitaires, quelques sachants, même les parents des villages, et nous tenons pendant toute une journée, parfois 2 jours, nous prenons un thème. Pendant les 3 premières années, nous avons eu des thèmes. Il y avait culture, la culture dans et ses fondements traditionnels. Ensuite, il y a eu la culture et la paix. Et ensuite, culture et développement. Cette année, nous faisons culture et hospitalité. Pourquoi avons-nous pris ce thème d'hospitalité? Nous savons tous que l'hospitalité relève justement de l'altérité, du fait qu'on puisse accueillir l'autre ou aller chez l'autre. Donc c'est une dimension d'accueil, c'est une dimension de solidarité, c'est une vertu sociale. Et ça caractérise notre peuple, surtout notre pays. D'ailleurs, c'est une grande valeur qui est célébrée à travers notre hymne national.
Alors, il s'agit à cette occasion-là de voir quelle en est la réalité dans le Tampi, et puis chez les peuples qui sont invités également. Nous avons invité, il y aura une intervention d'un spécialiste de la matière du pays Agni, et puis un autre du pays Gouro parce que justement c'est nos alliés. Le peuple Agni est le peuple Agni est le peuple invité au plan national. Et donc il y aura un spécialiste qui va en parler, et puis au plan local, moi-même je ferai une communication sur cette notion-là. Sur les questions de formation, les enfants ne sont pas oubliés. Il y a également quelque chose qui est prévu pour que les enfants s'imprègnent de la culture, Jacob Bleu. Oui, effectivement, dans la programmation, nous avons fait en sorte que les genres et les générations se retrouvent. C'est pour cela nous avons par exemple les femmes qui ont un moment très spécial pour se retrouver, parler de leurs projets, parler de ce qu'elles peuvent faire et leur contribution également au développement. Nous avons la jeunesse qui est également prise en compte dans le programme du festival, et évidemment nos enfants, les tout petits, qui se retrouvent aussi, parce que c'est à la base, il faut aller à la base. C'est déjà quand les enfants sont tout petits qu'il faut leur permettre de pouvoir s'approprier de leur culture et de pouvoir se rapprocher de leur culture. C'est de ça que nous parlions tout à l'heure. Le fait que la jeunesse aujourd'hui ne soit pas suffisamment rattachée à sa culture, c'est parce que déjà dès le bas âge, on ne les a pas habitués à aller vers ce qui fonde leur culture, vers ce que leurs parents ont chez eux d'un point de vue traditionnel, au niveau même des us et coutumes et tout ça. Donc, nous faisons en sorte que les enfants se retrouvent pendant le festival. C'est vrai qu'il y a des moments de jeu, de loisirs pour eux, mais ça leur permet quand même de pouvoir se rapprocher de ce festival et de pouvoir avoir une place de choix dans le programme et dans les activités que nous menons. Oui, je voudrais ajouter à ce que Jacob a dit concernant la pérennisation. Parce que c'est justement par les jeunes qu'il faut pérenniser la culture. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place, entre autres? Nous avons mis en place un système de bourse d'études, pour des étudiants qui sont en master et en thèse. Actuellement, il y a 5 boursiers qui sont en train de terminer, et leur thèse et leur bourse. Ils bénéficient donc d'une bourse. Et les résultats des travaux, nous les avons en partage. Tandis qu'eux, ils ont leur diplôme. Et nous pensons donc que la pérennisation doit se passer aussi par une étude rigoureuse des éléments de la culture. Et c'est ce que nous faisons. Cette année, la ville qui va accueillir ces Mans, quand on dit Mans, à quoi est-ce qu'on pense? Est-ce qu'il n'y a que des cascades, il n'y a que des montagnes? Qu'est-ce qui, en termes d'attrait touristique, que nous réserve, que nous présente cette ville? La guerre a été nocive à la ville de Mans. Il faut le reconnaître, la guerre n'est pas une bonne chose. Et nous espérons que les choses vont reprendre sur tous les plans. C'est un véritable coup de cœur, c'est un cri de cœur que les choses reprennent. Sinon, à Mans, il faut s'attendre à certains anciens monuments, mais qui tombent en ruine. Il faut s'attendre aussi aux cascades naturelles, qui ne sont pas très loin de la ville de Mans, à quelques 2 km, je crois. Oui. Il y a la forêt tout juste qui rentre dans le village de Gbaïpleu, où on peut voir in vivo les singes qui viennent même manger dans la main des hommes. Il y a le pont de Liane, il y a les sites naturels comme le Tonkpi. Tonkpi en Yakuba veut dire la grande montagne. On ne dit jamais le mont Tonkpi. On dit le Tampi. Donc c'est la montagne, Pi c'est grand. Donc c'est le Tampi. Ensuite, il y a la dent de Mans qui peut faire aussi l'objet d'une excursion. Et toute là, il n'y a pas que la ville de Mans, c'est toute la région. Et le climat également. Nous, dans nos villages, c'est quand on a voyagé qu'on s'aperçoit qu'effectivement nous avons une belle région. Nous avons une belle région. Donc nous invitons tous les festivaliers à venir séjourner à Mans. Et je vais plus loin. Peut-être que vous alliez nous poser la question. Et Jacob l'a dit également, pendant le festival, nous avons parfois des problèmes d'hébergement. Nous avons des problèmes d'hébergement parce que pendant une semaine, 100 à 200 personnes qui circulent dans la ville, il faut leur trouver
à manger, mais surtout leur trouver à se loger. Alors, la stratégie que nous avons trouvée, c'est l'hébergement chez l'habitant. Alors, la plupart de nos invités maintenant, nous les envoyons dans nos villages pour vivre avec la population et s'imprégner de la manière dont les populations vivent au plan culturel, au plan culinaire également. Parfois pendant 3 à 4 jours, quand cela se passe très bien, et là, jusqu'ici, tout s'est passé très bien. Il nous est parfois revenu, et ça, ce sont des gens même qui nous disent, nous avons été émerveillés parce qu'on ne savait pas comment ce peuple-là vivait au quotidien dans leur tradition. Bref, ce moment et cette stratégie nous permet de balayer des préjugés, d'effacer les préjugés, et ça participe de l'intégration et de la cohésion sociale. D'accord, très bien, merci professeur. Il y a la question du sacré qui est très importante en Afrique, le sacré et le tourisme. Est-ce que les deux vont de pair? Oui, ça va de pair, sauf que chaque élément a quand même ses limites, parce que le touriste qui vient, il est évident qu'il va découvrir des masques, il va découvrir des danses, il va découvrir des objets culturels et tout ça, découvrir même l'environnement, la végétation qui est merveilleuse chez nous, avec les montagnes, les forêts denses, et même l'agriculture aussi. Hein. Le meilleur café au monde vient de cette région, les meilleurs riz viennent de cette région, le meilleur ananas vient de cette région. Donc tous ces éléments-là peuvent faire l'objet plutôt de tourisme et de découverte. Mais au-delà de ça, il y a quand même des éléments très sacrés, hein, très consacrés, qui sont réservés généralement aux initiés, parce que c'est vrai qu'on parle de masque, d'un point de vue occidental, lorsqu'on parle de masque, on voit juste l'objet facial que quelqu'un porte en termes de déguisement. Mais chez nous, ça va plus loin. Le masque, il y a l'initiation, le masque, il y a le costume, le masque, il y a la musique, le masque, il y a la danse, le masque, il y a tout un aspect purement sacré quand même derrière. Et il y a même des masques que les femmes ne doivent pas voir. Il y a des masques qui ne sortent pas en journée. Il y a des masques qui ne doivent pas apparaître devant les enfants. Donc, il y a ces petits aspects-là, mais qui ne font pas forcément partie des éléments à présenter publiquement pendant le festival. Tout ce qui sortira pendant le festival, ce sont des choses qui sont quand même visibles, qui sont destinées à être vues par le grand public, à être vues par les participants et à tous les touristes qui viendront à Mans. D'accord, oui, je voudrais compléter un peu. C'est que, oui, le masque participe du sacré chez le Dan. Ça participe du sacré. Et chez nous, traditionnellement, vous n'êtes homme que par la médiation de l'initiation dans le bois sacré où se trouve le masque. Quand vous allez dans les villages traditionnels Dan, chaque village traditionnel a une petite case, a une case quelque part, au toit conique, surmonté d'un canari. Cette case-là, on n'en voit jamais un étranger là-bas. Parce que dans toute civilisation, il y a des domaines que seuls les autochtones maîtrisent et qui sont l'objet de l'adoration éventuelle et surtout du domaine du sacré. Oui, chez le Dan aussi. Heureusement d'ailleurs que chez le Dan aussi. Parce que c'est un élément essentiel dans la constitution de l'identité d'un peuple. Un peuple sans sacralité n'est pas un peuple. D'accord. Permettez qu'on revienne sur la question de la cohésion et surtout de la réconciliation nationale. On sait que l'Ouest a été l'objet de beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Et le Nidalé Festival est une activité festive. Quel est le message qu'on envoie pendant qu'on continue de pleurer, on continue de chercher les voies et moyens pour se réconcilier? Quel est le message? Le grand message, c'est le titre même Nidalé. Le thème Nidalé en Dan veut dire la joie, la réjouissance du cœur. Et ça veut dire, ou du moins, ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire que les peuples de l'Ouest, en général, et le peuple Dan en particulier, ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà heureux, qu'ils ont atteint le bonheur, et que la célébration de Nidalé signifie « venez, on est heureux » pour célébrer justement ce bonheur-là. Non. Le bonheur est célébré ici comme valeur. C'est célébré comme valeur, ça veut dire que c'est une espèce d'idéal qu'on veut atteindre. On voudrait être ensemble pour être heureux.
Or, les conditions de ce bonheur-là, c'est d'abord de se fédérer, c'est d'abord de se connaître, c'est ensuite s'ouvrir aux autres dans la capacité que nous restons nous-mêmes également. Et c'est dans ce brassage-là que nous devons nous affirmer notre identité. Donc, le véritable message, c'est de dire, peuple d'un, restons unis, parce que nous sommes les auteurs véritables, les acteurs véritables de notre bonheur. Et le bonheur est accessible à cette condition-là. C'est véritablement ce message-là que Nidalé promeut et essaie de rendre plus concret, de transformer en une vertu. Hein? C'est une valeur qui doit devenir vertu dans tous les temps. Et c'est sur ces mots, professeur, que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur Lubamba Mathieu, commissaire général du Tompi Nidalé. Merci d'avoir accepté de partager cette belle expérience avec nous sur ce plateau. C'est moi qui suis heureux. Merci beaucoup. Avec vous, professeur, nous étions en compagnie de Jacob Bleu. Lui, il est directeur artistique de Tompi Nidalé. C'est un professeur d'art, il est peintre, il a beaucoup de casquettes. Merci également d'avoir accepté de partager cette expérience d'homme de culture sur ce plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.